Alors vous savez quoi la famille, je sais même pas si cette vidéo sortira un jour. Mais si elle sort un jour, c'est que j'ai pesé le pour et le contre de ce que j'allais dire dans cette vidéo. Et que je me suis rendu compte qu'au final, il y avait peut-être même un tout petit peu de pour qui l'emportait dans mon choix en fait finalement. C'est pas le genre de vidéo habituel. Il faut pas que cette fois-ci vous me considériez comme un pseudo-youtubeur. Faut pas que vous me considériez comme Akram Junior. Faut pas que vous me considériez comme Akram Junior, fils de Akram Ogé, le milliardaire vendeur d'armes. Parce que beaucoup me réduisent à ça. C'est pas grave. Faut pas que vous me considériez dans cette vidéo comme tonton qui balance des punchlines et qui fait rigoler tout le monde. Ou tonton l'insolent, ou tonton l'arrogant, ou ce que vous voulez. Là, si vous regardez cette vidéo, il faut me considérer comme vous, en fait, comme quelqu'un de normal, de complètement normal. L'argent, le pouvoir, le niveau de vie n'a absolument rien à voir dans ce que je vais vous raconter là. Et si je vous le raconte aujourd'hui, au final, c'est... On est au-delà du partage. Parce que partager, c'est ce que je fais quand même depuis quelques années maintenant, vous me connaissez. Là, on n'est pas là-dessus. Rigoler, c'est ce que je fais aussi avec vous depuis des années. On va pas trop être là-dessus. Hein. Vous raconter des anecdotes, etc. Alors oui, ça va être le cas. Et pas n'importe laquelle. Mais si je fais cette vidéo, au final, c'est vraiment pour mettre en garde, en fait, si vous voulez. Et encore, j'ai une haine, mais incroyable, à l'encontre des lanceurs d'alerte, quels qu'ils soient. De ceux qui mettent en garde pour tout et n'importe quoi, quel qu'il soit. J'ai mes avis bien tranchés sur beaucoup de gens, beaucoup de médias, beaucoup de façons de faire au final. Et j'ai le droit de penser comme ça, puisque vous avez le droit de penser comme vous voulez. Petite parenthèse, pourquoi je vous dis que j'ai une haine, entre guillemets, pour ceux qui, entre guillemets, passent toute leur journée et s'évertuent à rebondir sur tout et n'importe quel fait d'actualité un peu choquant, dans l'espoir de, entre guillemets, vous mettre en garde, ou vous informer, ou vous dire non, ça c'est bon, ça c'est mauvais, etc. C'est parce qu'au final, ces gens-là, à part parler, à part relayer des informations qui existent déjà, et ben si vous voulez, ils vont faire ce qu'on appelle du mainstream. 2-3 histoires choquantes, 2 petites histoires un peu à dormir debout. Alors il y a des causes qui sont nobles, évidemment, mais au final, c'est des gens qui restent derrière leur téléphone et qui n'agissent pas. C'est pour ça que moi, je ne le ferai jamais, parce que je sais que personnellement, moi, vous racontez pourquoi les poteaux se font massacrer dans le monde ou pourquoi je sais pas quoi, je peux vous le raconter, mais est-ce que je vais y aller pour les aider, pour aider les poteaux? La réponse est non. Et donc du coup, c'est pas du tout une mise en garde de ce genre-là. Oui, faites attention à telle personne, faites attention à ça. En fait, c'est une mise en garde parce qu'aujourd'hui, vous devez pas me voir comme ce que je viens de vous énoncer, tonton le youtubeur ou tonton quoi que ce soit. Là, il faut me voir comme Akram Ogé Junior, père de famille. Et c'est à tous les papas et à les mamans aux mamans que je vais m'adresser là. Je vais vous raconter quelque chose qui est pas marrant, mais qui vaut le coup d'être raconté. Déjà ne serait-ce par respect pour certaines personnes, et vous allez le découvrir à travers la vidéo. J'en parle rarement, mais beaucoup d'entre vous le savent, je suis papa. J'ai 2 petits garçons qui vont très très bien grâce à Dieu. Alors vous allez souvent m'entendre référer au divin, grâce à Dieu, Dieu merci. Je suis croyant. J'ai évidemment, et je tiens à le dire, la famille, absolument rien contre n'importe quelle religion, contre n'importe quelle croyance, tout simplement parce que même ceux qui ne sont pas croyants, je pense que si vous êtes arrivé à vous faire votre propre idée, rien que pour ça, je vous dois le respect. Il y a des gens qui sont persuadés de quelque chose et je les respecte pour ça.
comme je vous respecte, vous devez respecter mes croyances. Alors attention, comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos, l'habit est loin de faire le moine, et surtout chez moi. Je suis croyant, je ne suis pas loin d'être le meilleur des croyants. Je pense que, personnellement, chaque rapport qu'on peut avoir avec le divin, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est quelque chose qui ne regarde personne et c'est quelque chose surtout à manier avec la plus grande des méfiances. C'est pour ça que j'ai toujours, entre guillemets, pas esquivé la question, mais j'ai toujours un peu, comment dire, minimisé le fait que j'étais croyant, le fait que j'étais, excuse-moi Foufi, mais frérot, j'ai envie de te dire, si tu te cales derrière moi et que tu t'assois, il y a un moment donné, je suis chez moi, j'ai envie de prendre mes aises, donc va, il y a 2000 km, tu peux aller te faire plaisir au fond du parc, personne va te retenir. Salut Foufi. Foufi, c'est le chat, hein. Je parle pas encore tout seul. Ça peut m'arriver, mais pas ce coup-là. Je pense que les croyances, quelles qu'elles soient, sont au plus profond de nous-mêmes des choses qui sont extrêmement personnelles. J'ai un certain respect profond pour les prêtres, les rabbins, les imams, qui prêchent la parole divine finalement. J'ai un respect pour eux parce que quand tu t'engages sur ce terrain-là, tu te dois de rester nickel. Et moi j'ai toujours eu peur, si vous voulez, de vous dire, bah la famille, moi je suis musulman parce que ça. Et au final, j'ai toujours eu peur, entre guillemets, de faire ça et je ne le ferai jamais. Parce que de un, je me considère comme appartenir à la religion musulmane. Je me considère croyant parce que j'ai la foi en Dieu. Maintenant, il est absolument hors de question que je vous dise « je suis le meilleur » ou « je fais ci » ou « je fais ça ». Ça serait, de un, être un menteur. Et c'est vraiment pas Je pense qu'on peut mentir sur beaucoup de choses, tout comme vous, tout comme moi, etc. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut simplement ne pas mentir, en fait. Et vous mentir au niveau du divin, vous mentir au niveau de la religion, ça serait, je pense, la pire des choses à faire, pas vrai ? Et c'est quelque chose de tellement sacré, pour bien nombre d'entre vous, peut-être pour d'autres, non, mais pour moi, oui, que j'ai toujours préféré, en fait, fermer ma gueule, faire ce que j'ai à faire de mon côté, et le reste se fait entre Dieu et moi, c'est tout simplement. Pourtant, vous le voyez, je suis tatoué, je fume. Alors, il y en a qui me reprocheront toute ma vie quand je suis très excité dans les vidéos. Ils pensent que finalement, on se drogue, ou quoi que ce soit, ou que je vis une vie de débauché, et que je vais au casino. Tout ça, ce sont des vices. L'alcool est un vice, le sexe est un vice, la drogue est un vice, le jeu est un vice, etc. Alors, je suis loin d'être parfait. Je suis loin aujourd'hui de pouvoir vous dire, et je ne vous le dirai jamais, la famille, je suis totalement nickel, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça. Franchement, dites-vous un truc, c'est que j'ai tout fait dans ma vie, frérot. Comme ça, au moins, on est déjà débarrassé de ça. J'ai déjà tout fait, tout essayé, sauf vraiment des trucs extrêmes, etc. Certaines drogues, certains machins, pourquoi je parle de tout ça ? Je parle de tout ça parce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui que je viens désarmé devant vous. Et je viens désarmé devant le divin et je viens désarmé devant vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas me voir comme ce que vous me voyez. Les voitures, l'argent, les trucs, les machins. Il ne faut pas me voir comme ça. Il faut juste comprendre quelque chose. C'est que j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Aujourd'hui, je demande même à, entre guillemets, mes ennemis, ceux qui ne m'aiment pas, les jaloux, ceux à qui j'ai pu faire du mal un jour, ceux que j'ai pu offenser, femmes ou hommes, hein, tout va bien, de mettre... Alors, je ne m'excuserai pas, mais par contre, je vous demanderai de mettre tout ça de côté et juste d'écouter ce que je vais vous dire, parce que c'est quelque chose, si vous êtes parent, que vous allez comprendre, et si vous n'êtes pas parent, que vous comprendrez. Et j'espère que vous ne comprendrez pas ça un jour. Comme vous le savez, je parle jamais vraiment de ma vie très privée. La réponse à cette question, pourquoi je ne parle jamais de ma vie privée, c'est que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas entre guillemets un youtubeur comme un autre. C'est-à-dire que j'ai deux visages, deux mondes dans lesquels j'évolue et entre guillemets deux métiers.
Le premier, c'est tonton, on rigole, on va bien, on fait les vidéos, etc. Et je le fais avec le cœur. Même si évidemment, vous vous en doutez, vous n'êtes pas né de la dernière goutte, évidemment, ça rapporte de l'argent. Très bien, tout va bien. Et je le fais vraiment avec plaisir, sinon je ne le ferais pas à cette cadence. Si je voulais simplement faire 2-3 entre guillemets gros coups sur les réseaux, soit j'irais mettre des photos d'animaux massacrés en disant oui, la famille, il faut dénoncer, et récolter des likes et des partages. Incroyable, on t'a jamais vu aller sauver un animal de ta vie, toi, frère? C'est vrai ou non? Ou alors, de temps en temps, je vous ferai une vidéo, j'ai acheté cette voiture, je ferai un peu ce que j'ai envie, etc. Mais là, et vous allez le comprendre petit à petit, quand c'est pas les chats, c'est les papillons, à quand l'aigle royal qui me tombe sur la gueule, ou bien le la laitière qui me fracasse le thorax, pour ceux qui ont la ref. J'ai toujours été content de faire des vidéos, j'ai toujours été enjoué de vous présenter mes nouvelles voitures, j'ai toujours été content de vous amener en balade dans Paris le soir, j'ai toujours été content de vous montrer la nouvelle maison quand il y avait nouvelle maison, ou quoi que ce soit, j'ai toujours été content de vous montrer tout ça en fait, et de vous le faire partager. Il y a eu un certain ego, c'est évident, je pense qu'on a tous, l'humain a tous une part d'ego en lui, c'est vrai qu'on aime bien entre guillemets briller, c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand les gens me reconnaissent, et qui me font des pouces, et qui tonton, et qu'on fait une photo, etc. Tout ça j'aime, mais je suis persuadé la famille, que j'ai une certaine utilité chez certaines personnes d'entre vous, et je vais vous expliquer pourquoi. Je parle jamais de ma vie privée parce que j'appartiens aussi à un autre monde. Alors c'est pas le monde maçonnique ou Illuminati ou que mon cousin Trump auquel j'appartiens, non. Je vais appartenir à un monde où je viens d'une famille très riche et très puissante. Très riche et très puissante dans le sens où des gens et des générations ont existé avant moi. Que ça soit mon père, que ça soit mon grand-père, que ça soit de la famille de ma mère, que ça soit de la famille de mon défunt père, etc. C'est quelqu'un qui a laissé beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup d'affaires, beaucoup de contrats, etc. Et on a un nom aussi. Voilà. Alors, le nom, à un moment donné, on en fait ce qu'on veut. Rien, entre guillemets, ne m'a forcé à un moment donné à me mettre dans certaines affaires au niveau de ma famille. Rien ne m'a forcé à un moment donné à continuer certaines choses ou à vouloir faire certaines choses ou quoi que ce soit. On se rappelle la petite anecdote que j'ai racontée, je serais incapable de vous dire exactement quelle vidéo c'était où j'ai parlé de ça, mais je crois que c'est la vidéo comment j'ai fait, d'où vient mon argent ou un truc comme ça que j'ai fait il y a quelques mois à l'arrière de la fantôme, où je vous avais cité l'exemple de mon ancien meilleur ami qui venait d'une famille extrêmement riche et puissante, qui a tout renié et qui, à un moment donné, a eu une époque très roots, très skate. Ensuite, il est parti sur le skate, ensuite, il est parti sur n'importe quoi, ensuite, il a fait ci, ensuite, ça. Et finalement, aujourd'hui, il s'est créé lui-même, il a un travail, il est marié, etc., sans avoir pris 1 euro, entre guillemets, c'est imagé, vous le savez, de ses parents. Je respecte totalement son choix. Moi, j'ai préféré un autre choix, alors qui est peut-être le choix des lâches, comme on dit, mais moi j'ai fait le choix pour moi qui était le plus logique, celui de perpétuer certaines choses, de continuer certaines choses, etc. Et donc du coup, vu que j'ai mon nom, vu que je viens d'une certaine famille, vu que ma famille, certains sont liés en politique, d'autres dans l'armée, d'autres dans des problèmes, d'autres dans des choses qui sont très bien aussi, parce qu'on a tendance malheureusement à toujours voir le mauvais côté des gens, le mauvais côté des choses, et à toujours oublier ce qu'ils ont fait. Tu peux sauver un enfant de se faire tamponner ici, mais on va t'insulter parce que j'ai jeté le mégot juste après. T'as compris le délire. Bienvenue en 2021. Je le sais que j'ai toujours eu le cul entre deux chaises. J'ai toujours été attiré par les deux mondes. J'ai toujours été attiré par le monde de la finance, le monde des affaires dégueulasses, le monde de la bizarrerie, le monde des requins, le monde de la trahison, le monde de ce que vous voulez, etc. Le monde de la trahison entre familles, le monde de tout ce que vous voulez, des affaires, des millions, des trillions, des faillites, des montées, des descentes. De tout ça, j'ai toujours été attiré parce que j'ai toujours vécu là-dedans, si vous voulez. Chasse le naturel, il revient en galop, je ne vais pas m'inventer une vie. Et j'ai toujours quand même été attiré par justement le fait de partager. Les deux peuvent aller ensemble, mais à un moment donné, on se heurte à la rupture entre les deux mondes.
Tu peux, d'un côté, te lever le matin, travailler, investir, faire ci, faire ça, monter, descendre, etc. Travailler. Mais de l'autre côté, tu peux aussi, grâce à ce que tu gagnes de l'autre côté, dans l'autre monde, briller, acheter des voitures, acheter des maisons, profiter, voir les gens, leur donner de la force, discuter avec les gens, etc. Les faire rire, passer du bon moment avec eux. L'un peut aller sans l'autre et l'un peut s'accorder avec l'autre. Là n'est pas le sujet. Le sujet, il est au niveau de la vie privée, où je vous ai toujours dit, la famille, je vous fais la promesse d'être franc avec vous à 90%. 90%, c'est beaucoup. Aujourd'hui, la majorité d'entre vous, si vous vous renseignez, connaîtront le nom de ma mère, le nom de mes sœurs, mon adresse, ce que je fais, où je vis, etc. Donc je suis assez transparent là-dessus. J'ai acheté ça, j'ai vendu ça. Je vous ai même déjà, à un moment donné, quand j'ai vendu les Tesla pour acheter le Cayenne et la Boxster, je vous avais écrit sur un papier, je vous avais fait un schéma carrément des finances, en fait, de comment ça marchait. Je vous avais raconté comment je fonctionnais avec les garages, avec Vends mon auto, etc. C'est franc. Tu vois ce que je veux dire? C'est franc. Après, il y a des gens qui me verront toujours comme un menteur, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que changer de voiture une fois par mois, ou 2 fois par mois, ou 3 fois par mois, tu sais, quand j'avais les Bugatti Veyron à l'époque, il y en a beaucoup qui me disaient, qui écrivaient sur Insta à l'époque, ouais, ça doit être le chauffeur d'un Saoudien, etc. En fait, non, c'est juste... alors certes, j'avais 25 ans à cette époque-là, mais ça peut arriver un monde où quelqu'un, non, en fait, j'ai juste acheté la voiture et j'ai roulé avec et j'ai fait ma vie avec, comme les autres voitures que j'ai achetées avant, comme les autres voitures que j'ai achetées après. Ça peut arriver, il y a des gens qui sont comme ça, tu vois. Va pas trop... Ceux qui ont cette mentalité un peu archaïque du sacralisé et que la Bugatti Veyron ou n'importe quoi, ou la Chiron ou quoi que ce soit appartiennent qu'à une certaine population de bédouins du désert, c'est faux. C'est erroné. L'argent, on peut acheter ce qu'on veut, mais il faut décider ce qu'on achète avec. Si on a 50 €, on peut décider de ne rien acheter avec ces 50 €, ou alors d'acheter quelque chose et d'avoir quelque chose qui équivaut à 50 €. C'est juste un choix de vie, finalement. En décidant d'être franc avec vous à 90%, j'ai pris beaucoup de risques. J'ai pris les risques qu'un jour, le monde de gauche, on va l'appeler, se heurte au monde de droite que vous me connaissez. Alors c'est pas le cas, ça le sera peut-être un jour ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, la famille, faites-moi confiance, aimez-moi, détestez-moi, mais par contre ne faites jamais comme moi. Et sachez quelque chose, c'est que j'ai parlé à un de mes abonnés qui a 14 ans sur mon Discord en vocal, et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, je te considère réellement comme mon oncle, je te considère pas comme un youtubeur, je te considère vraiment comme quelqu'un de ma famille. Et ce que j'ai dit à cette personne-là, je lui ai dit, frérot, écoute-moi bien. Il y avait au moins 200 ou 300 personnes qui sont témoins sur Discord que j'ai vraiment dit ça, donc il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, écoute mon ref, t'as 14 ans aujourd'hui, tu me regardes, t'aimes ce que je fais, avec plaisir, merci beaucoup. Tu me considères comme ton oncle, parce qu'on m'appelle tonton, certes. C'est mon surnom depuis très longtemps. Je lui ai dit, tu m'appelles tonton, mais sache que même dans ta famille, quelqu'un un jour pourra te décevoir. Si un jour je te déçois, excuse-moi, mais l'erreur est humaine. On est humain. Et il m'a dit, t'as raison. Et c'est le message que je voulais faire passer à ceux que j'aurais déçus dans le passé ou que je décevrai dans le futur ou quoi que ce soit. Je suis même pas sûr d'ailleurs que cette vidéo sorte un jour, mais c'est pas... vous comprendrez pourquoi j'ai fait cette vidéo à la fin. Et j'ai toujours eu une espèce de pudeur sur ma vie privée parce que je pense que j'ai absolument une espèce de dégoût pour tous ces gens un peu de la télé-réalité qui vont mettre en avant leur famille, leurs enfants, peut-être de bonne volonté, peut-être parfois de mauvaise volonté, etc. J'ai jamais compris, peut-être parce que je suis du Moyen-Orient et que nous on n'aime pas le mauvais œil et qu'on croit au mauvais œil et que le mauvais œil, évidemment, la famille existe, en tout cas pour ma croyance en tout cas. Et donc j'ai toujours eu une espèce de pudeur. Je pense que vous me suivez pour les bagnoles, vous me suivez pour ce que je vais faire à droite à gauche, de rigoler, les stories, les chiens, les chats, les machins. Je pense pas que vous me suivez pour que je vous montre
mes enfants, pour que je vous explique mon histoire, pour que je vous explique mon histoire avec Jenny, avec telle femme, avec mon ex, Ça, c'est pas que ça regarde personne, c'est que moi, en vrai, je suis là pour vous faire kiffer, pour vous faire rigoler. Alors parfois, je peux vous raconter certaines anecdotes, vous le savez très bien. Tonton n'est pas le Saint-Suaire, frérot, qui a toujours vécu dans un couvent, pas du tout, vous savez très bien de quelle trempe je descends, et vous savez comment je suis, et c'est pour ça la majorité d'entre vous adore mes anecdotes bizarres ou sales ou quoi que ce soit. On a tous un vécu, mon ref. Après, ça dépend à combien t'as ouvert la manette ou pas, tu vois. J'aime pas faire ça parce que j'aime pas, entre guillemets, partir du sujet. C'est pour ça qu'il y a une époque où j'étais ce que je détestais, une espèce de réactionnaire, il y a quelques années sur Facebook, où dès qu'il y avait une actualité, je dis ah mais c'est un truc de ouf, machin. En fait, ça pue la merde, parce qu'au final, tu peux passer ta vie à critiquer quelque chose si tu mets pas ta pierre à l'édifice, etc. Ah oui, il a prévenu quand même. Enfin, tout ça m'a dégoûté. Donc du coup, en fait, je me suis vachement rétracté. Je me suis dit mais ça, c'est de la merde en fait de faire ça. Je faisais des stories, je faisais enfin pas n'importe quoi, mais ça plaisait, hein, il y avait beaucoup d'audimat, etc. Mais au final, je me suis dit en vrai, j'apporte quoi? Donc finalement, j'ai resserré ça sur ma vie. Et c'est ce que vous connaissez entre guillemets aujourd'hui. Mais vous connaissez, on va dire, ouais, une infime partie de ma vie. Malgré que j'ai 90% d'honnêteté, c'est simplement que vous ne posez pas peut-être les bonnes questions. Mais je peux vous comprendre puisque on est sur une chaîne automobile qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Et donc, moi, quand on me pose des questions sur Discord, par exemple, dans mon vocal, je réponds à toutes les questions. Même quand c'est des questions qui sont très personnelles, ça m'est jamais arrivé. De mémoire, corrigez-moi dans les commentaires si je me suis trompé, vous avez un exemple. Ça m'est jamais arrivé, entre guillemets, de dire ah, je répondrai pas à cette question. Parce que je réponds absolument sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Et faut juste poser les bonnes questions. Mais vous montrer cet étalage de famille, de trucs, de vous raconter pourquoi, machin. Je peux vous raconter des anecdotes de ma maman, de mon défunt père, ou quoi que ce soit, en rapport avec l'automobile. Pas n'importe quoi. Même si c'est pas n'importe quoi, mais je préfère rester à mon sujet. Bon. J'ai toujours eu cette pudeur. Les gens aiment beaucoup savoir, malgré les voitures, on est des gens personnalités publiques, et du coup, bah, vous aimez savoir les enfants. Quand par exemple tu tapes sur Google Akram Junior, bah après il y a écrit direct femme, enfant, machin, sans casquette, sans... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Il n'y a rien, hein. Il n'y a plus rien, frérot, regarde, regarde. C'est... frère, c'est incroyable. Du coup, je sais que certaines personnes, bien intentionnées, essaieront toujours de chercher, essaieront toujours de trouver, etc. Il y avait, je me rappelle, quand je venais d'arriver dans cette maison, il y a eu des forums entiers qui s'évertuaient à chercher mon adresse. Alors franchement, les gars, je peux comprendre que pour vous, ça soit un jeu, parce que Fortnite, vous en avez assez. Mais moi, ce que ça m'a attiré, en plus de l'erreur que j'ai faite de montrer mon adresse au début, bon là, je vais me barrer, je m'en branle, bah, c'est que ça a attiré vraiment des gens mal intentionnés, dont un échappé de l'asile, réellement, qui a fait un transfert de vie sur la mienne. En gros, c'était sa maison, sa femme, sa maman, ses sœurs, etc., ses voitures, et moi, j'étais l'intrus. Tout ça viendra dans la vidéo en septembre, si on est encore là, où je vous expliquerai pourquoi j'ai déménagé, et je vous ferai une belle vidéo là-dessus. Et là, pour le coup, vous aurez de la vie privée, bien, avec procès verbal à l'appui, etc. Donc, voilà. Mais il y a toujours des gens qui sont mal intentionnés. Mal intentionnés, tu vois ce que je veux dire? Et c'est des gens que je vais m'en méfier, mais d'une méfiance qui est normale, puisque moi, j'ai les moyens de ma politique, vous le savez. Quelqu'un qui se dresse sur mon chemin, c'est une chose. Quelqu'un qui se dresse méchamment sur le chemin de ma famille, c'en est une autre. Et là, pour le coup, on a vraiment les moyens de sa politique. YouTube n'existe plus, Instagram non plus, les réseaux sociaux n'existent plus, etc. Là, c'est vraiment un autre niveau. Comme dirait mon cousin Donald Trump, le feu et la fureur sur ces gens-là. Tant pis, c'est une réalité. Vous savez que j'ai 2 enfants. J'ai toujours voulu des enfants. Mes enfants sont ma fierté. C'est un héritage incroyable, c'est des joies incroyables, etc. Alors que je pensais jamais, enfin, je pensais pas avoir des enfants parce que, pour vous dire la vérité, moi j'étais plus quelqu'un qui, à part savoir avec qui j'allais coucher le soir, le reste ne m'intéressait pas, tu vois. Mais bon, à un moment donné, tu passes à autre chose.
Tu passes de la Porsche au monospace familial, tu vis avec ton temps, et puis après tu aimes ta vie, tu aimes ce que tu vis, etc. Et tu protèges les gens que tu aimes, etc. Tu protèges ces gens-là, tu protèges ta descendance, tu protèges ta famille, etc. C'est normal, c'est une réalité. Il s'est passé que j'allais avoir enfin, j'ai eu grâce à Dieu un 3e enfant. Alors, il y a des gens pour lesquels, comment dire, il y a des gens pour lesquels avoir des enfants, c'est un sujet genre, il y a des gens qui rêvent d'avoir des enfants, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Il y a des couples qui s'acharnent à essayer d'avoir des enfants et malheureusement n'y arrivent jamais. Il y a des couples qui adoptent. Adopter, moi je trouve ça incroyable. C'est l'une des plus belles choses, plus belle action au monde de faire. Alors tu l'as fait pour toi aussi, mais tu l'as fait évidemment pour l'enfant. Et il y a des gens qui s'occupent mal de leurs enfants et qui vont les renier ou qui vont les frapper ou qui vont être méchants avec eux, etc. Et ça, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et moi, je comprends pas ces choses-là. Je comprends pas ces choses-là. Donc moi, j'ai toujours voulu des enfants depuis tout jeune. Parce que c'est incroyable, parce que les gamins, c'est incroyable. C'est... Tu vois. Et malheureusement, parfois, ça se passe pas vraiment comme prévu. Combien de couples perdent des enfants? Combien, pour des raisons ou d'autres, des femmes doivent avorter? Ce qui est, attention, respectable. Ça, c'est chacun son choix, les gars. Combien d'enfants naissent malades et meurent, et c'est la vie qui est comme ça. Je vais vous raconter l'histoire, vous allez me considérer comme vous n'allez pas me considérer comme Akram Junior, vous allez me considérer comme vous. On m'annonce que je vais être papa pour la 3e fois, incroyable, je suis très content, tout se passe bien. Arrive une des dernières échographies de contrôle. Et c'est là où je vais vous demander vraiment de faire attention à ce que je vais dire, parce que c'est là où tout le sens de la vidéo va se jouer, parce que c'est avec ça que peut-être cette vidéo va contribuer à éveiller vos sens de futurs parents ou de parents en vous disant il faut juste qu'on regarde ça en plus. Arrive la 2e échographie, et la 3e ou la 2e, je sais plus. Tout se passe correctement. L'échographe qui a suivi les 2 grossesses de mes 2 précédents garçons, une dame en qui j'ai évidemment entièrement confiance, qui fait son travail, qui est plus toute jeune mais qui fait son travail. C'est comme ça, il faut le dire. Elle nous fait remarquer que y a un problème au niveau des départs des gros vaisseaux du cœur. Elle nous dit pas le mot problème, mais elle nous dit il faut regarder le cœur parce que les gros vaisseaux, j'arrive pas à les voir correctement, mais vous en faites pas, la petite bouge, c'est normal. Bon, je dis ok, on va aller voir quelqu'un de spécialisé dans les échographies cardiaques pour les enfants. On trouve quelqu'un qui vraiment littéralement s'acharne pendant 15 minutes sur le cœur de la petite. Bon, tout est beau, tout est normal. Vous pouvez bien sûr rentrer chez vous, ça va être beau. Bon. Dans certains cas, après questionnement, après plein de questions posées, etc., il est probable que l'échographe ait vraiment bien fait son travail et n'ait simplement rien vu. Je ne suis pas du tout en guerre contre cet échographe pour en revenir au divin. Le destin, c'est le destin. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, ça ne sera pas pour toi. Pourquoi mêler cet échographe à tout ça? Ça n'a rien à voir. Tout ça vient de Dieu. Et il faut l'assumer. Donc essayer de faire porter le chapeau à Pierre-Paul Jacques, ça n'arrive pas. Et essayer de faire porter le chapeau au divin, je n'oserais pas. Donc c'est comme ça et nous l'acceptons.
Donc on rentre à la maison, tout va bien, le cœur va bien, bon, ça peut arriver, bon, ça passe. Faut savoir un truc, c'est que quand vous assistez à un accouchement, à une césarienne, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, pour ceux qui le vivront plus tard, en fait, vous, au dernier moment, une fois que la maman est préparée, que la maman est installée sur la table d'opération, etc., ils mettent un champ bleu, une espèce de rideau qui arrive en dessous du cou de la femme, juste au-dessus de la poitrine de la maman. Et vous pouvez, si vous le voulez, bien sûr, assister à la sortie de l'enfant sans évidemment... Alors, il paraît qu'il y a des parents qui regardent. Moi, je pense que j'ai vu du sale, mais ça, c'est un peu trop. Surtout quand tu connais la personne et surtout quand, voilà, c'est pas frérot, tu vois. Et donc, du coup, moi, à chaque fois, je me mets à la tête avec la maman et puis je lui tiens la tête, je lui parle, etc. Parce que c'est un moment vachement éprouvant pour les mamans et puis tu sens que c'est éprouvant quand même. Bon, moi, ça faisait la deuxième fois que j'assistais à ça et puis tu sais que ça va durer 5 minutes et que, vas-y, après, c'est fini. Donc on est parti, la petite sort, pousse un grand cri, donc beaucoup de soulagement. Oh, elle a de la voix, ça fait plaisir. On nous montre la petite, tac, tac, machin. Puis ensuite, là, le papa, il se lève et il suit l'infirmière jusqu'à, on va dire, une connerie. Le bloc opératoire est ici, et puis le mur ici, c'est la pièce où tu prépares les enfants, où moi j'ai déjà vu ça 2 fois dans ma vie, donc ça déjà 2 précédentes fois dans ma vie, donc c'est très simple. Tu suis l'infirmière, elle va poser l'enfant, ils vont couper le cordon, faire les soins, prendre l'oxygène, prendre le machin, et puis après, voilà, vous voulez prendre votre bébé dans les bras, donc tu le prends dans les bras, tu prends ta photo, tu l'envoies à ta famille, etc. Sauf que moi, ça s'est pas trop passé comme previous. Hein, le temps qu'on sorte de la salle d'OP jusqu'à la salle à côté, la petite ne respirait plus. Voilà, et là, donc, tu es en train de regarder ça et tu te dis ah merde, ça m'arrive à moi. La petite est née à 10h03. À 10h05, l'infirmière s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment plus. Elle fait venir une deuxième, une troisième infirmière, puis la pédiatre. La pédiatre arrive en courant. Et là, elle te regarde, elle dit « Monsieur, vous pouvez sortir, s'il vous plaît ?» Ouais, cette phrase, frérot, c'est le genre de phrase, quand tu l'entends, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein, tu sais que tu te dis ah, ça c'est comme dans les films. Ah, voilà. Et donc, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je sors, j'attends dans la salle de réveil des mamans. Puis j'attends 5 minutes, 10 minutes, le temps qu'ils recousent la cicatrice de la césarienne. 15 minutes. Là, on vient me voir, et on me dit, un médecin vient me voir, on me dit, écoutez, monsieur, il y a un problème avec votre fille, on n'arrive pas encore à savoir avec exactitude ce que c'est, par contre, on l'a intubée, déjà, t'es content, on l'a intubée, et on attend le SAMU, elle va être transférée à l'hôpital des enfants malades. Là, t'es là. Ah. Alors que à ce moment précis, tu es censé déjà être au téléphone avec GMK, comme d'habitude, frérot, qui est toujours bizarrement, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le premier que j'appelle, salut frérot, ça y est, machin. T'appelles ta maman, t'appelles la famille de la maman, t'appelles tout le monde. Enfin, et là, non, en fait, là, t'es juste dans une pièce comme ça, et tu te dis, ah merde. C'est tout ce qui te vient à l'esprit, merde. Là, la maman revient. Elle est où la petite? Elle est intubée, elle attend le SAMU, elle est transférée à Necker. Necker, c'est l'hôpital des enfants malades à Paris. Ok. Donc l'autre, elle vient à peine de se réveiller, elle est là, elle est encore en communion avec Bouddha, elle comprend pas, elle est là. Merde. Ça fait dur, c'est dur, c'est dur. Bon. Tu vas dans le couloir. À un moment donné, il faut... Moi, je suis une personne, quand il arrive des coups un peu compliqués, je suis le genre de personne qui va vite s'isoler pendant 5 minutes, histoire de comprendre à quel degré c'est la merde. Puis après, je reviens m'occuper de qui je dois m'occuper et de tenir mon rôle, finalement. Mais j'ai besoin quand même de ces 5 minutes où je fais, c'est quand même la merde ou c'est pas vraiment la merde? Ouais, allô, ça va? Ouais, non, c'est la merde, c'est la merde. Là, tu vois le SAMU qui arrive. D'ailleurs, je tiens
témoigner mon respect éternel aux policiers qui ont escorté le SAMU. Je tiens à renouveler ma reconnaissance et mes remerciements éternels aux réanimateurs du SAMU qui sont venus chercher la petite. Et là, tu vois ta fille qui part dans une espèce de cocon, dans une espèce de boîte, avec les motards, et ils partent. Et là, tu te retrouves solo avec maman, et tu fais, mais... Donc tu dois aussi t'occuper de maman qui va pas bien, c'est évident, c'est comme ça qu'on est. Là, tu te dis, bon, merde. Mais vraiment merde. Elle remonte en chambre au bout de 2 heures de salle de réveil. Avant, c'était 3, maintenant c'est 2. Ils ont réduit de 1 heure, je sais pas pourquoi, c'est très bien. Et là, tu arrives dans la chambre, il n'y a pas de bébé. Tu comprends rien. Il n'y a pas de sourire comme d'habitude. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de FaceTime, il n'y a rien. Là, t'es toi, la maman et Dieu. Tu es là dans la chambre et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Surtout que tous les bilans sanguins, toutes les échos, tous les examens étaient incroyables. T'attends. 13h, 14h, 15h, 17h, on vient de voir. 17h, on entre dans la chambre. On te dit, écoutez, votre fille est bien arrivée à Necker. Il y a un problème au cœur. Ils sont en train d'être sûrs de ce que c'est. Et puis on vous tient au courant. Là, tu te dis, putain, merde, mais le cœur, on nous en avait déjà parlé à la 2e écho, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que c'était bien. 19h, on revient de voir. Et là, on te dit, alors elle a ce qu'on appelle une TGV, transposition des gros vaisseaux. Je vous la fais très simple, on va parler rassemblement. Vous prenez un échangeur, avec l'échangeur, c'est le cœur. Les tuyaux, les durites, c'est les gros vaisseaux. La durite d'en bas, elle est en haut, et la durite d'en haut, elle est en bas, alors qu'elle devrait être inversée. Bon. C'est une malformation qui touche quand même pas mal d'enfants. C'est une malformation grave, qui n'est pas congénitale. Enfin, congénitale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ça vient pas, c'est pas héréditaire de ma famille ou de la famille de la maman. C'est comme ça. C'est Dieu qui a décidé, en gros. Pour la faire très courte. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous pouvez aussi appeler ça comme vous voulez. Moi, j'irai jusqu'au bout en disant que c'est ça. Bon, tu dis ok. Mais vous en faites pas, c'est opérable. Le seul souci, c'est que, en fait, votre fille, quand on sait qu'il y a une TGV, il y a un cardiologue qui va directement faire une manip. Je crois, sans me tromper, en me trompant peut-être, excusez-moi, en fait, ils font rentrer un tube ici, de la jambe jusqu'au cœur, pour envoyer l'oxygène. Parce que là, l'oxygène, c'est comme s'il était en circuit fermé. Et comme nous, on a... Alors, attention, l'hôpital qui s'est occupé de la naissance de ma fille, je leur suis aussi éternellement reconnaissant parce qu'ils ont tout de suite intubé, ils ont tout de suite douté du problème, ils en ont informé Necker et le SAMU, et eux, justement, après, directement, ont réceptionné la petite et lui ont fait cette manœuvre d'urgence, voilà. Mais le problème, il est que y a eu du temps qui est passé entre l'accouchement et l'arrivée, justement, de cette opération-là. Et là, on te dit, bon, si elle passe la nuit, c'est incroyable. Et là, tu es là, tu te dis, ok, bon, merde. En gros, c'est ce que tu te dis. Je rentre à la maison, prendre une douche. Alors évidemment, aller expliquer ça à la daronne. Et là, tu es dans une espèce de bulle où tu as ton téléphone qui sonne parce que le peu de gens qui étaient au courant commencent à appeler pour savoir si tout va bien, ils sont contents, etc. Donc tu commences à pas répondre. Puis vers 23h, tu es assis comme ça, tu comprends pas ce qui se passe. Et GMK m'a appelé à ce moment-là. Alors frérot, dans un tuning incroyable, il m'a dit, ça va? J'ai fait, non mon ref. Et là, je lui ai tout raconté. Et encore une fois, alors c'est la première personne à qui j'ai expliqué ça. Alors que c'était la première personne que j'appelais avant quand j'avais un enfant. Je disais, frérot, voilà, félicitations, enfin, t'as compris. Bon, évidemment, voilà, incroyable. Il y a aussi 2-3 personnes qui ont été mises au courant assez rapidement. Riyad, Kevin Detech,
Mika Fresh Detailing, enfin ces gens très proches de moi qui évidemment étaient très contents de la nouvelle et qui m'appelaient et qui ne comprenaient pas pourquoi je commençais à vraiment pas répondre, tu vois. Évidemment, il a fallu vous aussi vous donner le change sur les réseaux sociaux, donc je vous ai inventé que j'étais très occupé avec mon déménagement, etc. Mais là, franchement, vous faire des stories à faire le pitre, franchement, je ne pouvais pas. Donc ensuite vient une grande partie de prière, je vais appeler ça comme vous voulez, mais moi c'est en respectant vos croyances et vos divergences et tout ce que vous voulez, je vous dis, moi c'est tout ce que j'ai fait, c'était ça, parce que je suis comme ça. Voilà. La première nuit arrive, passe, et là à 7h du matin, il faut avoir des couilles comme ça pour oser appeler, appeler Necker et dire « Alors ?» Et là, on te dit « Bah ça va ». Elle a été admise en réanimation néonatale. Donc c'est une réanimation pour vraiment ceux qui viennent de naître, les gamins qui viennent de naître. Vous pouvez aller la voir. Bon. Donc là, tu retournes à l'hôpital où il y a la maman, t'appelles une ambulance, elle signe une décharge parce que l'autre, elle a le bide à moitié ouvert encore, hein, mais c'est une réalité. Tu prends l'ambulance et puis là, tu tombes sur des ambulanciers qui te connaissent. Et là, j'ai vu, et je les remercie d'ailleurs, un respect. On n'est plus sur les abonnés qui te croisent sur les Champs-Élysées en RS3, aileron levé, vite baissé. Ça va mon ref? Là, on est vraiment sur des gens qui comprennent que tu es dans une situation chelou et qui ont ce respect-là et qui veulent même pas te montrer qu'ils t'ont reconnu. Alors à la fin, au bout d'un moment, sur le trajet, ils te le disent, mais je voulais les remercier. Ceux de l'aller et ceux du retour. Merci à vous, la famille ambulancier, de votre respect que vous avez eu à mon égard. À notre égard, pardon. T'arrives à Necker, hôpital des enfants malades parisien, incroyable, c'est une ville, le délire. Bon, j'y avais déjà été, pas moi personnellement, mais j'y ai déjà été pour mes enfants quand ils allaient pas bien, ils vomissaient, enfin des dingueries comme ça. Pour mes petites sœurs quand elles étaient jeunes qui étaient asthmatiques, c'est de l'asthme de jeunesse qui se barre avec le temps. Mais là en fait, il va vraiment en tant que parent pour un vrai truc qui est un vrai délire. Et là donc tu montes au 5e étage. Et tu arrives à la réanimation néonatale, donc tu sonnes, on t'a un sas, on vient te chercher, c'est la première fois, tu te désinfectes, tu arrives et tu mets la réanimation néonatale, si vous voulez, c'est un endroit qui est assez petit, c'est assez cocooning. Tu as le poste des infirmières qui est ici, les chambres qui sont comme ça. Et en fait, la réanimation, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu as une infirmière pour ta fille, H24, tu peux pas, c'est incroyable. Là, tu rentres dans la chambre, c'est une petite chambre où il y a 2 places. La petite était toute seule au début. Et là, tu arrives, tu regardes, tu fais. Tu vois des tuyaux partout, des piles d'espèces de cassettes comme ça avec des médicaments dedans. Et là, tu es là, tu fais. Et donc là, tu as l'infirmière qui vient. Je ne vais pas dire son nom, elle se reconnaîtra, c'est une personne incroyable. Et on t'est éternellement reconnaissant. Et j'en ai connu des gens dans ma vie, des bons et des mauvais, mais là, c'est eux, ça surclasse niveau fou, niveau incroyable et niveau respect toutes les personnes que j'ai pu rencontrer de ma vie. Et là, on t'explique, on dit, bah voilà, écoutez, là, votre fille, elle est en réanimation, elle est instable, vraiment instable, avec le pronostic vital qui est engagé. On a fait cette manœuvre d'urgence, donc ça va, elle respire, elle truc pas par elle-même. Ça, c'est la petite touche personnelle. Voilà, elle est branchée, donc ça c'est des médicaments pour son cœur, ça c'est ça, c'est ça. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe finalement? Bah, du coup, en fait, c'est opérable, mais il faut voir si on arrive à la stabiliser pour l'opérer. Ah, je vous la fais très courte. Là, tu vas dans un monde que tu connaissais pas, dans des sentiments que tu ne connaissais pas, dans une façon de réfléchir que tu ne connaissais pas. Absolument plus rien n'a d'importance. Là, on n'est pas sur je sais pas qui t'a traché sur Internet. Quelque part, lui, c'est vraiment une blatte comparé à ce que tu es en train de traverser. Donc, tu t'en fous de tout. Voilà. Donc, tu commences vraiment, en fait, à te dire, bon, on est là-dedans, qu'est-ce qui va se passer?
Les jours passent, la petite se stabilise pas. Il faut savoir aussi qu'elle est arrivée à Necker avec une hémorragie cérébrale, donc du sang dans la tête, et une hémorragie pulmonaire, du sang dans les poumons. 2 jours après, on te dit, bon, c'est cool, on a résorbé le sang dans les poumons n'ont plus de problème, grâce à Dieu. Ensuite, on te dit, putain, par contre, on n'arrive pas encore bien à la stabiliser. Stabiliser, c'est, en gros, vous avez les branchettes de partout et vous avez un écran de télé. Et sur cet écran, vous avez l'oxygène, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le taux d'oxygène, etc. Il y avait 6 lignes, un truc comme ça. Je sais plus trop, mais bon. Et en fait, il faut que ça soit stable. Il ne faut pas que la petite, elle monte, elle désature. Alors, désaturer, c'est quand on n'a plus d'oxygène. Bon, bref, vous allez vous expliquer ça après. Ils essayent de stabiliser, quoi. Si on la stabilise, on pourra peut-être opérer. Si on la stabilise pas, on ne peut pas opérer. C'est logique. Parce que l'opération est lourde. Je pose le téléphone comme ça parce que j'ai plus de main, là, donc c'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que même ça filme encore, frérot? Ça filme encore. Donc on est sur ce chemin-là. 2 jours après, on vient nous voir, on nous dit putain c'est bon, la petite, on la stabilise. On craint. Alors là, c'est pas une analyse sanguine tous les 3 jours. Hein. Là, c'est toutes les demi-heures limite. Tu vois ce que je veux dire? Gaz du sang, compagnie, machin, bon, incroyable. Et là, on vient de voir, on te dit frérot, bon, il y a un problème. Ah merde, qu'est-ce qu'il y a? En fait, la petite, on pense qu'elle a une infection. Il ne faut pas qu'elle fasse une septicémie, donc infection du sang. Ça lui serait réellement chiant, même, voire même fatal. Du coup, on va la préchoter aux antibiotiques, comme ça au moins ça va. Bon, grâce à Dieu, putain, quelques temps après, ça va, tout va bien. Et là, on dit, bon, il y a une petite étape qui s'appelle l'IRM. Parce que la gosse, elle est quand même arrivée avec du sang dans la tête et sous-oxygénée. Donc peut-être que quelque part, le cerveau, il a pris un coup. Donc là, on vient de voir, on te dit, regarde, et c'est vraiment comme dans les films où tu as 2 médecins qui te font rentrer dans une salle, dans un petit bureau, et qui t'expliquent, qui te disent, voilà, on va l'amener à l'IRM. Vulgairement, il y a 3 options. On va regarder le cerveau. Noir, c'est inopérable, ça sert à rien de l'opérer, elle ne survivra pas. Et puis même si elle survit, on ne sait pas ce que ça peut donner. Ça sert à... Gris, il y a des petites lésions, mais ça passe. Mais on ne sait pas, attention, soyez prévenus la famille. On ne sait pas ce que ça peut donner dans le temps, mais ça passe. Blanc, il n'y a absolument aucune lésion, pomme frite, bonne musique. Alors je vais t'expliquer niveau ressenti, niveau stress, niveau attente. Là, on n'est clairement pas en train d'attendre ces résultats du sida devant le labo. Là, on est sur un autre niveau. Là, on est vraiment dans un niveau où tu réfléchis, tu es là, tu trucs. La petite, elle vient de faire son IRM. Toi, tu attends les trucs, tu sens plus tes jambes. Parti. Les jambes, ils sont où? Et là arrive le moment où ils ont reçu les résultats. Alors, ce qui est incroyable à l'hôpital Necker, et d'ailleurs, bravo pour ça, c'est qu'ils ont une rapidité qui est quasi instantanée. C'est-à-dire que la petite a passé l'IRM, l'infirmière qui s'occupait d'elle, encore une fois, merci pour tout ce que tu as fait, c'est incroyable. Elle a attrapé un médecin, elle a attrapé un radiologue, tout ce que vous voulez. Elle a dit, regarde ça. Et donc, en fait, l'IRM doit être relu. Il y a une relecture de l'IRM, si vous voulez. C'est pas juste Abdoulaye, il regarde le truc. Ouais, c'est bon. Non, Abdoulaye, il doit le passer à quelqu'un d'autre qui regarde et qui dise, ouais, en fait, il a raison, c'est bon. Donc là, on arrive dans la chambre. Donc, tu as la petite qui est encore dans son landau, qui est revenue. Enfin, c'est pas un landau, c'est vraiment c'est la guerre, quoi. Je vais pas te mentir. Donc là, elle arrive, etc. Puis nous, on est là, on attend. Et puis là, tu as l'infirmière qui arrive et te regarde comme ça et te dit on a reçu les résultats, mais j'arrive. Et là, elle se barre chercher le médecin. Là, je vais pas te mentir, tu ressens un sentiment que tu n'as jamais ressenti. Tu te dis, là, c'est à quel moment je vais vraiment faire comme dans les films et tomber par terre, quoi. Là, tu as la médecin qui arrive. Alors, la médecin, elle était incroyable parce que la maman ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait, mais moi, je comprenais tout, tu vois, avec un accent incroyable, italienne, je crois, incroyable. Et elle arrive comme ça. Et moi, je suis comme ça, frérot. Je la regarde, je fais... Et tu sais que tu peux tomber d'une minute à l'autre. Et là, tu as l'infirmière et la médecin qui disent non, c'est bon, on a les résultats, ça va. Et là, frérot, ça y est, tu pleures, tu trucs, tu machin, je suis très gros, donc un salto, j'aurais pas osé, mais je suis quand même sorti fumer une clope. Et là, t'es dans. Alors, Necker, c'est incroyable parce que tu vois des choses incroyables. Des papas qui pleurent, des mamans qui pleurent, des gens qui vomissent, le SAMU, les gamins qui... C'est la guerre. Mais c'est la réalité. Là, t'es là, au milieu de tous ces gens-là, et t'es là, sur l'herbe de Necker, t'es comme ça.
Tu fumes ta garo et t'es là, tu fais... Next step, frérot. Tu remontes à la piole et là, donc du coup, ça va très vite parce que c'est l'hôpital public, il faut que ça aille vite. Et puis même, faut pas laisser traîner ce genre de conneries. Et là, donc on te dit, bon, écoutez, je pense que là, c'est bon. L'opération du cœur, elle aura lieu demain, frérot. Et là, tu fais, ah merde, mais on sort de ce stress, on va rentrer dans un autre. Ah bah oui, il faut bien qu'on répare le cœur, frérot. L'autre, elle respire par une paille, c'est pas normal. Là, tu dis merde. Du coup, tu descends voir le chirurgien qui va l'opérer. On a tous cette image du chirurgien habillé en Dior, cheveux grisonnants, 60 ans, qui roule en Porsche Cayenne. Ah là, pas du tout, mon ref. Là, je rentre dans le bureau, je vois un grand monsieur incroyable, de mon âge, à mon avis, il n'a pas plus de 40 ans. Calme, détendu, un gros gabarit, tu sais, pas gros, excusez-moi, mais un bon bébé, tu vois. Là, tu le regardes, tu fais... Bah, on est à ta merci, mon ref. Vas-y. Et là, il nous explique, il nous dit, écoutez, ça va être très simple, je vais vous faire un dessin. Donc, il nous fait un dessin, il nous explique ce que la petite est là comme malformation. Mais en plus, elle a ce qu'on appelle une deuxième malformation qui s'appelle les coronaires, de type C, je crois, un truc comme ça. Et ça rajoute un petit problème en plus, tu vois. Mais ne vous en faites pas. On en fait 80 par an un équerre et 40% ils ont les coronaires. Ah, si, désolé la famille, enfin, désolé ceux qui regardent, je sais que vous allez tous regarder cette vidéo, mais si je me suis trompé dans les pourcentages, mais voilà. Et là, tu te dis, bon, ok. Du coup, ils t'expliquent tout et disent, bah, ça va se passer, si ça se passe bien, comme ça. Si elle passe la première nuit, 95% des gros problèmes sont écartés. Là, on te dit ça, frérot, hula hup, barba truc. Tu comprends plus rien. Là, tu te lèves, tu as envie d'embrasser ce monsieur, de lui dire, je vous en supplie, Dieu est grand, frérot, comme on dit. Tu lui serres la main, tu sors. Et là, tu rentres à la maison, frérot, tu parles toutes les langues, le chinois, le quechua, le portugais, l'anglais, tu parles aux gens, tu parles aux arbres, ça va, ouais, ça va, frérot. C'est la guerre. T'arrives le lendemain, t'es déterminé, t'arrives à l'hosto. Bon, finalement, le chirurgien, il a eu une urgence à l'hôpital Pompidou, qui est un autre hôpital, je crois, hein, que c'est celui-là. Bah, finalement, on va l'opérer demain. Reprends donc une petite pilule de 24 heures, ça fait plaisir. Là, bon, tu rentres à la maison, tu rentres tes trucs, tu fais ta journée. Alors moi, ma journée était incroyable puisque j'avais quand même mes tournages à 18h30. Donc t'es content d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Et tu fais quand même tes stories. Ça va la famille? Ouais, ça va, je suis un peu fatigué, mais c'est parce qu'il fait beau. J'ai la migraine, je vais pas bien. Ouais, j'étais obligé de vous mentir, désolé. Donc le matin, t'es à Necker, et puis l'après-midi, tu fais quand même tes trucs. T'es obligé, hein, aller à la banque, faire ci, faire ça, machin. Et puis à 18h30, t'es là et tu fais ton tournage. C'est bizarre, tonton, il filme beaucoup devant chez lui. Bah, tu m'étonnes. À 18h30, t'es là, et puis incroyable. Là, t'as quelqu'un qui connaît pas tes problèmes et qui te regarde avec sourire. Et tu sais que tu vas passer un bon moment avec ton abonné que tu vas filmer. Et puis là, tu te coupes, tu fais ce que t'as à faire, tu passes un bon moment. La personne part, tu vas prendre une douche. Enfin, l'abonné rentre chez lui, tu vas prendre une douche, tu vas manger, tu reprends la voiture, tu vas à Necker. Dis donc, tonton, il est beaucoup à Paris en ce moment-là. Tu m'étonnes. Là, t'arrives à Necker. Tu passes la soirée un peu avec la petite, tu discutes avec les infirmières, elles te font un bilan, t'es là, c'est la guerre, les machines, le bruit, c'est la guerre. Arrive le moment de l'opération, la petite, elle descend au bloc. Le chirurgien, il te dit, quoi qu'il arrive, je vous appelle après l'opération. Ça ne sert à rien d'appeler. Il y a 1h30 de préparation. Ils sont 3 pour descendre la petite. Une qui pousse, un qui tient un tuyau là, une tour de médicaments là, une tour de perfusion, la guerre. Ce métier est incroyable. C'est incroyable. Et il y a 1h30 de préparation, entre 4 et 6 heures d'opération. Déjà, t'es content, faut pas qu'il ait bu la veille. Faut pas qu'il ait la migraine. Et après, il y a 1h30 de je sais pas quoi et machin. Je vous appelle, vous en faites pas. Là, t'es dans une journée. Alors, toute la journée, j'ai été serein. Toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait, frérot? Rien, j'étais dehors, je faisais un tour.
dans le RS3 du Seigneur, frérot. Et puis à un moment donné, il t'arrive 17h, 18h. Là, tu dis, bon, je vais quand même rentrer à la maison, j'en ai assez. Là, tu arrives à la maison et là, c'est la guerre, frérot. Tu te tiens plus en place. Tu montes, tu descends, tu pries, tu montes, la guerre. Je crois que j'ai jamais répondu, et le numéro il finissait par 44, je crois que j'ai jamais répondu aussi vite à un appel de ma vie. Genre, vraiment. Et là, t'as le chirurgien, il te dit, c'est bon, l'opération s'est bien passée, faut qu'elle se repose, elle est dans sa chambre, vous pouvez la voir dans 1 heure. Comme je vous ai dit, si elle passe la nuit, 95% des problèmes seront écartés. Bonne soirée. Incroyable. Ce chirurgien est incroyable. Et là, vous allez comprendre, vous allez rigoler après pour ce que je vais vous dire. Donc là, en fait, tu prends ta voiture, et là, tu arrives en réanimation cardiaque. Ah, frérot. Là, c'est pas la même chose. Là, tu passes du cocooning, machin, t'arrives, c'est pas le même délire. Là, tu sais que tu rentres dans un endroit... Physiquement, faut être prêt psychologiquement et physiquement pour voir ça. T'arrives, c'est un grand service. Tu rentres, c'est un U. T'as le bureau des infirmières qui sont là, le bloc qui est là. Il y a des médecins en permanence qui dorment là-bas. Et là, t'as la chambre de la petite. Tu rentres dans la chambre, ça doit faire au moins 30 ou 40 mètres carrés, c'est très grand. Le lit, il est au milieu. Enfin, le lit, t'as compris? Le truc, il est au milieu. La petite, elle est dedans, thorax ouvert. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle Bex, c'est-à-dire que pour éviter que son cœur et ses poumons soient compressés, il laisse le thorax ouvert pendant 24 heures. Et là, tu arrives, et la chambre de la cardiologie, maman, c'est un truc... Et là, je suis arrivé, l'infirmière, elle arrive, elle se présente, c'est moi qui va m'occuper de la petite, blablabla, elle te fait le résumé. Toi, tu es là, tu regardes. Ouais, je crois que je vais aller marcher dehors, sinon je vais tomber. Et incroyable, je me rappellerai toute ma vie de la première fois où je suis allé en réanimation cardiaque. Bon. Alors, la première nuit passe. T'es comme un dingue, t'appelles à 5h du matin, ça va, tout va bien. 7h du matin, ça va, tout va bien. Et t'attends le 24h, en gros, je vous la fais courte, ça va, tout va bien. Là, tu te dis, putain, tu retournes en réa cardiaque, tu vois la petite, on t'explique, c'est ça, c'est ci, ça. Et là, en fait, c'est une espèce de, pas de course à la montre, mais quand même, tu vois. Bah, le thorax doit être fermé, parce que tu peux pas laisser une plaie ouverte, hein, comme ça, même s'il y a un champ, même si c'est stérilisé. Ah là, tu rentres pas en réa cardiaque avec une garrot. Hein. Ah là, frérot, crois-moi que tu rentres pas avec de la terre sous les mains. C'est pas possible, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Alors moi, j'étais ravi, j'ai mis la Charlotte sur ma calvitie, hein, parce que tu l'enlèves, tu mets la petite blouse bleue. La blouse bleue, le gant, c'est pas le gant, le masque fashion que tu as acheté chez Leclerc. Hein. Là, c'est le vrai masque. La Charlotte pour les cheveux, moi, je perds mes cheveux comme un Saint-Bernard. C'est pas t'arrives, oh, ça va t'aider. Le cheveu, il tombe, on est marron. Hein. Non, c'est pas comme ça. Donc t'arrives, truc. Le lendemain, ils disent, bon, enfin pas le lendemain, mais là, je vous la fais courte. Hein. Bon, on va refermer le thorax. Il y a 2 options, soit on le ferme à moitié, on voit qu'elle ne supporte pas, on laisse, et on referme le lendemain. Là, il m'appelle et me dit, c'est bon, on a tout fermé d'un coup, elle a bien supporté. Grâce à Dieu, frère. Premier jour passe, 2e jour, 3e jour, 4e jour, ça va. Alors, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, t'appelles hein, dès 4-5 heures du matin. Ah oui, les réas, tu peux y aller quand tu veux. Tu as un coup de flip à 5 heures, tu prends ta voiture, tu vas, il n'y a aucun problème. Tu peux appeler quand tu veux, c'est interdit aux visites, il n'y a que les parents qui y vont. Et voilà. Donc c'est un peu des appels, ça va, elle va bien, ouais ça va, elle va bien, ouais là ça va un peu moins bien, ouais ça va, ouais si c'est bon, bon incroyable. Et puis donc là on te dit voilà, on a refermé le thorax, puis on va enlever petit à petit. Hein, ça a duré en tout et pour tout 1 mois, hein, le délire. 3 semaines de réa et 1 semaine de pédiatrie. Ouais t'es content. C'est un grand moment, c'est pour ça, ah bah tonton t'as maigri. Tonton, putain, les cheveux blancs, ça y va. Ah bah, il n'y a pas que les cheveux qui sont devenus blancs, je vais pas te mentir. Ah, tonton, c'est bizarre, t'as l'air un peu calme. Ah bon Donc voilà, tout ce qui se passe. Et puis petit à petit, ils enlèvent des tubes. Petit à petit, ils enlèvent des médicaments. Puis un jour, il dit, bon, on va commencer à sevrer la petite des médocs, parce que si ça se trouve, on va pas trop en abuser, parce qu'elle peut devenir dépendante aux médocs, tu vois. Ils enlèvent les médocs, ça se passe bien, grâce à Dieu. Après, tu as les masques. Donc, au début, elle est intubée. On va la désintuber, ça, c'est un point très important. Désintube, ça se passe bien, grâce à Dieu. Ensuite, ils mettent le masque sur le nez. On attend quelques jours. Après, on va lui mettre les lunettes. Ce qu'ils appellent les lunettes, c'est 2 petits trucs qui rentrent dans le pif et qui envoient de l'oxygène. Bon.
Je vous passe les moments où elle désaturait et compagnie, etc. Machin, ça restera. Enfin, après, je vais pas non plus vous donner tout le bilan médical de la petite, hein. Là, je vous explique, hein. Voilà. Bon, ils enlèvent, ils remettent, ils trucs, machin. Les infirmières sont incroyables. Je ne citerai jamais leur prénom, puisque je tiens à préserver leur anonymat. Mais sachez que quoi qu'il arrive, je suis à votre entière disposition. Vous aurez mon respect éternel. Vous pouvez même me rouler dessus avec la voiture, ça vous fait plaisir, on le fera avec plaisir. Je serai éternellement reconnaissant à toutes ces filles et à ces messieurs aussi qui travaillaient là-bas. Incroyable ce moment. Et donc du coup, c'est des gens que tu vois tous les jours, depuis 3 semaines, tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. Et c'est des gens qui prennent le temps, tu vois. Et moi, j'ai toujours dit, s'il y a une mauvaise nouvelle, vous m'appelez moi. S'il y a quelque chose de méchant à dire, vous me dites à moi. Enfin, tu vois. Et du coup, t'as une putain de peur, c'est que ton téléphone, il sonne. Parce que tu te dis, putain, si c'est le mien qui sonne, je suis dans une merde. Et en fait, grâce à Dieu, ça n'a jamais sonné. Puis voilà, je te passe les EEG, EGG, frérot, là, les trucs sur la tête pour voir l'activité du cerveau. Là, tu parles chinois hein, quand ils te font ça. Enfin, quand ils te font pas ça, mais quand tu es là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer, en fait, grâce à Dieu. Donc on arrive à ce moment-là, etc. Et puis à un moment donné, ça va très très vite. En fait, tu passes de la réa cardiaque branchée de partout. En 2 jours, la petite, elle a plus rien sur elle. Ah, on la transfère en cardiologie. Mais déjà, parce que tu t'es tellement habitué à cette sécurité en réanimation, à ce suivi, aux gens qui te parlent, aux gens que tu peux appeler à n'importe quelle heure. À 5h du matin, tu appelles, ça va, elle va bien, ouais, ça va, elle va bien, elle a bien mangé, on lui a fait le gaz du sang, il est très bon. Enfin, tu vois. Ah, en fait, bon, ça va, vous en faites pas. Elle est en cardiologie, c'est que ça va. Et là, la cardiologie, ça n'a rien à voir. Elle est dans un lit, elle est toute seule. Elle est branchée, mais elle n'a plus rien sur elle. Elle est juste branchée au scope. Ce qu'on appelle le scope, c'est l'oxygène, le cœur, le machin, qui est relié à la salle des infirmières. Et il y a une alarme. Si elle descend à moins de 90 ou ce que vous voulez, machin, ça sonne. Donc l'infirmière, elle vient, etc. Bon. Après, la cardiologie, ça dure pas longtemps. Ça dépend des enfants. Ah oui! Pour rajouter un petit coup à ce périple, 2 jours avant qu'on aille en cardiologie, donc la petite était encore en réa au 4e. Donc 5e, c'est la néonate. 4e, c'est la réa cardiaque. J'ai un ami très proche qui a perdu son enfant. Et donc toi, en fait, tu sors de ta fille qui est en réa cardiaque, tu descends au 3e pour aller voir ton ami et sa famille. Et tu assistes aussi à un enfant qui malheureusement est dans le coma et qui va partir. C'est pour ça que je vous dis que c'est comme ça. Incroyable. Donc du coup, psychologiquement, tu commences un peu à être un peu à cran. Hein, c'est pour ça que si tu veux, le moindre truc qui va t'arriver extérieur à ça, tu vas régler le problème très rapidement. Tu vois. Là, c'est pas, on va pas, ouais, ah mais non, mais tout va bien mon ref. Ah, tu veux qu'on parle de ça? Ah, il y a un problème, t'es pas content? Ah non, tout ça, c'est de la merde et laissez-moi me concentrer là-dessus. Tu veux encore forcer un peu? On va t'éteindre. C'est à peu près la psychologie que j'ai encore aujourd'hui. Donc du coup, de la cardiologie, tu es transféré en pédiatrie. Pédiatrie, c'est vraiment un pas avant la sortie. Il faut simplement que la petite rattrape son poids pour qu'ensuite elle puisse rentrer à la maison. Il y a Tartine qui nous a rejoint, frérot. Salut Tartine. Donc la cardiologie, comme je vous ai dit, ça fait un peu, c'est différent. C'est un énorme service. Alors toujours les infirmières au top du top, très gentilles, incroyables. Alors les infirmières de la cardiologie, celles qui s'occupaient de la petite, peuvent avoir aussi des darons de 60 ans pour des pathologies un peu compliquées que seuls les chirurgiens de Necker peuvent opérer. Ou alors des gamins ou des gamins de 18 ans ou quoi que ce soit. Mais là, l'infirmière qui s'est occupée de la petite, c'était le seul bébé qu'elle avait. Incroyable. Tu sais que tu peux laisser tes enfants à ces gens-là et que quoi qu'il, tu seras bien servi. Donc tout va bien, etc. Puis après, on arrive à la pédiatrie. Donc la pédiatrie, c'est, comment vous dire? C'est comme la garde à vue. C'est grand. C'est la fête du slip. La petite, elle est dans le pieu. Bon, ça va. Juste, on attend et puis ça sort. Tu sens que c'est la sortie. Tu sens que t'es content. Bon, voilà. Et puis après, ça s'arrête. Et puis après, tu rentres à la maison. Et puis après, voilà, c'est une fille
qu'il y aura un suivi, que ça soit cardiaque, parce que c'est des enfants qui ont des pathologies, et qu'il y aura d'autres suivis, etc. Mais grâce à Dieu, quoi, ça aurait pu être incroyable. J'aurais pu ne jamais vous faire cette vidéo, ou peut-être un jour vous faire cette vidéo en disant que j'ai perdu un enfant. Et encore, je connais aussi un ami qui connaît quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est pour vous dire que l'argent n'a rien à voir dans l'histoire, qui a beaucoup d'argent, qui est parti un été sur la côte avec son yacht, sa femme et son fils de 2 ans. Et bah, le fils de 2 ans, il s'est jamais réveillé. Alors qu'il était en parfaite santé. Donc tout ça, cette vidéo-là, elle m'a épuisé. C'est vraiment pour vous dire, la famille, il y a des moments où on peut rigoler, il y a des moments où vous pouvez nous voir comme des Sims, mais il y a des moments où on traverse vraiment des moments, des périodes, etc., où c'est la vraie vie. Et moi, je voulais simplement mettre en garde les parents en leur disant, la famille, s'il vous plaît, ça vous coûte rien. Si vous pouvez insister un peu sur le cœur quand vous faites l'écho de vos enfants, au moins, t'as fait ce que t'avais à faire, mon rêve. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, voilà. Et c'était aussi pour remercier tout le corps médical qui ont été incroyables. Et pour la petite histoire, ah oui, c'est vrai. Le dernier jour, le chirurgien, il vient voir la maman et il lui dit je peux vous dire quelque chose? Et Jenny, elle pète un câble, tu vois, fait ouais, c'est parce que tu sais pas ce qu'il peut t'annoncer, tu vois. Elle dit bah je suis un abonné d'Akram, je regarde ses vidéos et quand j'ai su que c'était votre fille, j'étais décontenancé, frérot. Il m'a dit, putain, il a dit, quand j'étais dans le bureau en train de vous raconter ça, je regardais le tonton, j'étais là, genre, mais en fait, mec, c'est ta fille que je vais opérer. Donc, frère, merci pour ce que t'as fait. Merci vraiment pour ce que t'as fait. T'es incroyable. Et il a dit, à Jenny, il lui a dit, que votre mari n'arrête jamais les vidéos, parce que quand j'ai une grosse opération comme celle de votre fille, bah, je rentre à la maison et je regarde ses vidéos. Et rien que pour ça, mon frère, excuse-moi de te dire ça, mais rien que pour ça, je vais continuer jusqu'à n'en plus finir. Voilà. Moi qui comptais arrêter après la finale. Hein. Là, je vais continuer. Donc merci à toi. Merci d'avoir fait ce que tu as fait. Merci à tout le corps médical. Merci à la France. Merci à tout le monde. Merci aux infirmières. Merci même jusqu'à la sécurité de l'hôpital Necker. Ils me laissaient me garer la journée. Alors vous savez très bien, pour ceux qui le savent, que c'est impossible. Necker, c'est un bunker. Tu rentres pas comme ça, frère. Ils me laissaient la journée me garer parce qu'ils ont compris. Je remercie aussi tous les gens qui m'ont reconnu, qui m'ont soutenu. Je remercie aussi un de mes abonnés en particulier, très grand. Je suis désolé, frérot. Son enfant était là pour un problème de hanche. Je sais pas comment tu t'appelles, je suis désolé. Putain, c'était tellement quelqu'un de gentil, tu sais, qui te regarde et qui parle et qui dit ouais, moi aussi, ma fille, elle est là. Alors le problème n'a rien à voir, hein. Sa fille, grâce à Dieu, elle ira très bien, ou son fils, je sais, désolé mon frérot, mais elle ira très bien. Et toi, t'es là, tu te dis putain. En fait, on est tous dans un délire. Et le gars, merci à toi, frère. Je sais plus comment tu t'appelles. Je te recroiserai peut-être jamais, mais en tout cas, t'es incroyable. Merci pour ce que tu m'as dit. Merci de m'avoir regardé comme un humain et pas juste comme un putain de pantin d'internet. Merci à toi. Merci à la sécurité de l'hôpital Necker. Ils faisaient que me laisser rentrer en scred. Incroyable. Merci à toutes les personnes qui ont été là à ce moment-là. Merci à GMK. Je vais pas tous les citer parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais je vais quand même. Ceux que je ne citerai pas, ne pensez pas que c'est par déni que je ne les cite pas, mais simplement je les ai même pas mis au courant, je voulais pas les inquiéter. Je remercie ma daronne, je remercie mes petites sœurs, je remercie GMK, Riyad, Kevin Detek, Alex Alpha Delta, Alex Covering, Foufi, pas le chat, mais le chat aussi, merci à toi, frérot. Merci, désolé, tout à l'heure, je t'ai écrasé la queue, t'es où? T'es là-bas? Je t'ai écrasé la queue, excuse-moi, on t'achètera une autre. Foufi, Mika, le chiropracteur. Je remercie Ali. Mon frérot, pour des raisons que tu te doutes, je te dédie cette vidéo à 100%. Je te dédie cette vidéo à 100%. Merci et force à toi, mon ref. Je sais pas si un jour tu regarderas cette vidéo, mais je te la dédie, elle est pour toi.
Je remercie aussi... Ah oui, non, en fait, j'ai oublié de vous dire, en plus de ça, j'ai quelqu'un de ma famille qui, à ce moment-là, était à Dubaï et avait le variant Delta, était dans le coma et intubé. Et voilà. Donc tu passes un bon moment, tu vois. T'es content de ce moment-là, mais grâce à Dieu, il va bien. 10% de chance de survie. Hein. Faut être malin à un moment donné, faut dire les choses. Grâce à Dieu, il a survécu. Je remercie aussi Chachou, ma banquière, qui a traversé ces moments-là. Alors, elle était au courant pour la famille, mais pas pour la petite. Enfin, incroyable. Je veux pas en oublier d'autres. Je remercie aussi Alex Cocasso, mon ancien garde du corps. Merci à toi, frérot, incroyable. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je te remercie aussi. Je veux oublier personne. Arthur, de l'art de l'automobile, merci à toi de m'avoir écouté. Ariane, tu te reconnais mon frérot, merci. Mon manager Karim, merci à toi mon frérot. Mon deuxième manager Anis, merci à toi. Diego, incroyable, merci à toi Diego. Diego qui devait gérer mes tournages et qui allait tellement doucement avec moi en me disant mais t'es sûr tonton, t'es sûr tu veux? Je dis oui vas-y fais-moi venir, ça me fait du bien. Et Diego qui était incroyable, qui m'envoyait des messages tous les jours pour me demander si ça allait, comment ça allait. Diego, t'es vraiment quelqu'un de bien. Je te mettrai bien, c'est une promesse. Un jour, tu auras le revers de tout ce que tu as fait et je te mettrai très bien. Sache-le, c'est une promesse. Si, et Mehmet aussi, évidemment. Mehmet, frérot. Mehmet, qui a été dévasté quand je lui ai raconté. Et d'autres que j'oublie peut-être, mais j'en ai pas parlé à beaucoup. Pas parce que vous valez pas la peine. Je ne vous ai pas raconté ça parce que je voulais pas vous rendre triste ou vous stresser ou quoi que ce soit. Donc voilà. Aujourd'hui, ça va, grâce à Dieu, on en est là. Comment sera demain, comment sera dans 10 ans, c'est la même chose pour vous, la famille. Regardez, vous pensez que Isma, il savait qu'il allait mourir? Non. Vous pensez qu'on se doutait une seconde qu'Isma, Allah yarhamou, allait mourir? Non plus. Ce qui est pour nous, la famille. Il faut vivre tous les jours comme si c'était votre dernier jour. Essayez de faire le maximum de bonnes choses, être bien, vous endormir le cœur léger et attendre que ça arrive. Voilà. Du coup, la famille, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle sort, évidemment. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de la force. Merci aussi de tout ce que vous faites pour moi. Alors, je veux surtout pas que vous pensiez que ça va pas, que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de soutien. Grâce à Dieu, ça va très bien. Merci beaucoup. Dieu est avec moi. Mais c'était simplement vraiment pour vous... Juste, voilà ce qui peut arriver. L'argent n'a rien à voir. Tout n'a rien à voir. Il peut se passer ça dans la vie de certaines personnes. Je compte pas du tout sur votre pitié, sur votre soutien, sur quoi que ce soit. Je voulais juste vous informer de ce qui s'est passé et de dire aux futurs parents ou aux parents, quand vous faites des échos, vraiment faites, on sait jamais, ça coûte rien. Dites juste à l'échographe, frérot, tu peux regarder les gros vaisseaux, les départs gros vaisseaux, ils appellent ça. Ça va pas. Bon, bah voilà. Il y a des enfants qui ne survivent pas à ces opérations, à cette malformation, etc. Aujourd'hui, la fille, la petite a un cœur normal, grâce à Dieu, elle va bien et ça fait plaisir. Voilà. Et moi, je suis aussi très soulagé de vous faire cette vidéo-là parce que je ne sais même pas comment remercier tous ces gens-là. Je ne sais pas comment les remercier, donc je vous remercie à ma manière, devant tout le monde. Voilà. Merci à vous, la famille aussi. J'ai préféré, pendant que je traversais cette époque-là, cette passade-là, ne rien vous dire. Essayer de faire au maximum de rien ne laisser paraître. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous comptent sur moi pour passer des bonnes journées. Malheureusement, vous le savez, la famille, il y a des morts tous les jours, il y a des enfants malades, il y a des enfants qui meurent tous les jours. Quand je suis allé à l'enterrement du fils de mon ami, j'ai vu une rangée comme ça de tombes avec des enfants qui étaient soit morts-nés, soit qui avaient quelques mois, ou quelques années, quelques jours. C'est une réalité, c'est ça la vraie vie. C'est pas... Là, c'est la vraie vie, bien sûr. Ouais, frérot, faut bien s'amuser, faut bien kiffer, faut bien faire les choses bien. Mais la vraie vie, elle est aussi dans les bons et dans les mauvais moments. Voilà la mif, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis du coup, si cette vidéo sort après-demain pour une nouvelle vidéo. Si elle sort pas, elle sortira jamais. Si elle sort, elle sort. Bisous la famille.
Bonne nuit à vous.